Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre magazine Gouvernance qui vous permet de découvrir les intentions cachées mais aussi les actions réalisées par ceux qui nous dirigent ou sont susceptibles de nous diriger par procuration. Avec nous sur ce plateau, l'honorable François Nzekouye qui est élu national de Rutshuru, qui n'est plus à présenter, en tout cas pour les branchés de l'audiovisuel congolais. François Nzekouye est vice-président, je crois, rapporteur adjoint de la commission environnement et conservation de la nature de l'Assemblée nationale, une commission permanente très stratégique. Mais il est également au cadre de la majorité présidentielle. Je rappelle que l'honorable Nzekouye venait fraîchement d'être nominé par l'Observatoire de l'action parlementaire par les médias comme l'un des meilleurs parlementaires pour l'année 2013 avec dans la catégorie prix de l'élite parlementaire. Honorable François Nzekouye, merci d'avoir accepté notre invitation. La toute première question, vous venez fraîchement de clôturer la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, essentiellement consacrée au vote du budget 2014, mais il y avait également quelques matières, l'amnistie et autres, que nous allons revenir. Globalement, quel est le bilan que vous faites de la moisson législative de cette session extraordinaire? La moisson de cette session extraordinaire a été plus abondante qu'on l'attendait. Et quand, à la fin de la session ordinaire, l'Assemblée nationale et le Sénat ont émis le vœu d'avoir une session extraordinaire, beaucoup de compatriotes ont cru que les députés voulaient une session extraordinaire pour rien. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, qu'au-delà de donner à l'État un budget national, qui est l'outil de fonctionnement d'une nation, il y a eu plusieurs autres matières qui sont revenues et que nous avons examinées, notamment la loi sur l'amnistie. Nous avons examiné la loi sur les hydrocarbures, qui a été suspendue et renvoyée au mois de mars pour des raisons que nous évoquerons probablement dans cette émission. Nous avons voté la loi qui est revenue de la commission mixte sur l'éducation nationale, sur la conservation de la nature, sur l'industrie nationale en péril, sur les zones économiques spéciales et sur la loi portant régime douanier, fiscal et parafiscal applicable aux conventions et aux projets de coopération. Donc finalement, au-delà de ces lois budgétaires qui paraissaient être l'unique matière importante à traiter, je viens d'oublier l'audition du président de la CENI quant à ce qui concerne sa feuille de route. Donc il y a eu beaucoup de matières et nous avons travaillé sans relâche, parfois jours et nuits, pour arriver à donner à la nation des lois essentielles pour son fonctionnement. Donc je peux dire bravo à tous les parlementaires pour leur assiduité. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit et il est qualifié pour le faire. Et donc la nation congolaise doit être fière de ses parlementaires, députés nationaux comme sénateurs. Voilà. La session était quand même essentiellement budgétaire, vous l'avez dit. Par rapport à la taille de notre budget, au volume de notre budget, il est très maigre par rapport aux pays qui nous entourent, comme le Congo-Brazza, comme l'Angola et comme le Rwanda d'ailleurs. Quels sont les secteurs qu'il faut booster pour permettre à notre budget de dépasser le cap des 10 milliards de dollars, par exemple? Merci pour cette question importante, Bolisson. Quand nous regardons les pays voisins, en commençant par le sud de l'Angola, c'est un pays qui est aussi minier et agricole que le nôtre. Quand nous regardons à l'ouest, au nord-ouest de notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est un pays aussi qui a quelques ressources minières. Et un peu plus loin, quand nous regardons les Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, qui ont tous des budgets importants, je vais vous citer les budgets de quelques-uns et la population qu'ils ont. L'Angola a un budget de 105 milliards de dollars et il a 24 millions d'habitants à peu près. Et le Congo-Brazzaville a un budget de 11 milliards de dollars et il a 4 millions d'habitants aux environs. Le Gabon a 9,5 milliards de dollars de budget et a 1,5 million d'habitants. La Guinée équatoriale a 11 milliards de dollars de budget et 1 million d'habitants. Si nous regardons simplement les cas de tous ces pays-là, on va se poser la question, quel est l'élément qui nous différencie d'eux pour qu'ils aient des budgets aussi importants face à leur population et nous n'avons pas? C'est l'élément pétrolier. Tous ces pays-là sont des grands producteurs de pétrole.
L'Angola produit 1 750 000 000 de barils Près de 2 millions. Voilà. Les Congo-Brazzaville en produisent 400 000 plutôt, barils par jour. Les Gabon, 260 000. La Guinée équatoriale, 400 000. Et nous en produisons combien? 25 000. 25 000 barils seulement. Voilà l'élément qui nous différencie. Et donc, si nous voulons arriver au même niveau que l'Angola, toutes choses restantes égales par ailleurs, pour avoir un budget ne fût-ce que de 40 milliards de dollars, nous devons produire 2 500 000 barils par jour. Et nous pouvons le faire. Donc, voilà l'élément qui peut nous différencier. Les mines, aujourd'hui, ont montré leurs faiblesses. On va arriver bientôt, à la fin de cette année, à 1 milliard de tonnes de cuivre produits. Mais le secteur pétrolier, qui ne produit que 25 000 barils par jour, donne au budget de l'État 400 millions de dollars, soit le 10e des budgets internes ou recettes internes. Mais les mines qui sont éparpillées à travers les pays, avec les cuivres, les cobaltes, l'or, la cassitérite, les coltans et autres, ne produisent même pas 400 millions de dollars aux recettes de l'État par an. Et donc, si nous voulons effectivement arriver à un budget conséquent, je veux dire, qui s'approche à une certaine responsabilité, nous devons développer le pétrole. Nous ne pourrons jamais, à court terme, arriver au budget de l'Angola, qui n'est même pas significatif regardant vis-à-vis de la taille de notre pays. Parce que l'Angola a, comme je l'ai dit, 24 millions d'habitants, il a 105 milliards de dollars de budget. Donc si nous devons vivre de la même manière que l'Angola, avec 75 millions de population, nous devons tripler le budget de l'Angola pour vivre au même niveau. Et c'est pour ça que j'ai dit, le seul secteur qui peut nous permettre de booster l'économie, c'est le pétrole, parce qu'il permet de mobiliser l'argent rapidement et peut être réinvesti dans la recherche d'autres sources de revenus, notamment l'agriculture, qui est en retard chez nous, mais aussi les mines, parce qu'il y a des gisements miniers qui ne sont pas connus. Mais pour les faire, nous avons besoin de capitaux frais et nous ne pourrons les obtenir que par le secteur pétrolier. Voilà, parce que vous avez commencé vous-même, allons en profondeur. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission environnement de l'Assemblée nationale. On a bloqué, on vous a demandé de suspendre l'examen de la loi sur le régime général des hydrocarbures en République démocratique du Congo, une loi très attendue depuis plusieurs sessions. Quelle est la raison principale de cet arrêt de la navette parlementaire pour cette loi? Est-ce qu'on vous accuse d'être vacciné par des réseaux pétroliers, des industriels du pétrole, ou bien il y a une forte pression pour que finalement nos députés n'aient plus les mains libres pour examiner leurs propres lois? Non, la réalité est que la Commission a fait son travail. Parce qu'on sait qu'il y avait des amendements qui venaient, qui descendaient par avion. Vous avez raison. La Commission parlementaire a fait son travail et la Commission ad hoc au sein de la Commission a fait du bon travail. Mais il est clair qu'il y a des dispositions effectivement qui ont été adoptées par la Commission qui posent problème, notamment les dispositions sur la transparence. Tout à fait. Nous sommes d'accord qu'il faut que les modes de passation des marchés dans le secteur hydrocarbures soient l'appel d'offres. C'est consacré dans les textes. Mais en même temps, il y a des dispositions qui disent que le ministère des hydrocarbures doit examiner offre par offre ou demande par demande. Et quand une demande n'est pas encore examinée, on ne peut pas recevoir une nouvelle demande. Et donc ces dispositions sont contradictoires. Mais d'autre part, effectivement, il y a une forte pression des entreprises pétrolières et des lobbies étrangers. Il y a des personnes qui veulent nous dire aujourd'hui que les résultats de la prospection ne peuvent pas être propriété de l'État. Pourtant, dans toutes les lois que j'ai examinées, je viens de lire récemment le livre de Stéphane Sega, un Camerounais qui a publié au mois de novembre 2013 le droit comparé africain en matière d'hydrocarbures. Il a pris les cas de 8 pays. Dans toutes ces lois-là, les résultats de la prospection sont propriété de l'État, y compris la loi française et la loi algérienne et marocaine que j'ai lues, en plus des 8 lois que j'ai étudiées en système comparé. Donc, ce sont des arguments que des avocats acquis à la cause de leurs clients défendent de bonnes guerres. Mais en même temps, il y a des fortes pressions des grandes ONG internationaux qui vous disent par exemple que nous devons aller à une transparence à outrance. Ils disent par exemple qu'il faut donner les noms, les adresses de tous les actionnaires des entreprises pétrolières. Or, nous savons que la plupart des entreprises pétrolières sont cotées à bourse. Et il y a des petits épargnants qui sont participants à des actions dans des grandes entreprises. Donc c'est une tâche laborieuse et inutile de notre point de vue et que pourtant appuie ce genre de lobbies. D'autre part, il y a des lobbies, notamment la société civile et au niveau international,
qui disent qu'on ne doit pas permettre l'exploration ou l'exploitation pétrolière dans les aires protégées. Là encore, nous leur répondons que nous ne serons pas les premiers à le faire. À côté de nous, en Congo-Brazzaville, on est en train de le faire. Dans les parcs de la Gamba, au Gabon, on le fait depuis 20 ans. L'Équateur, qui a accepté ces moratoires depuis 2007 et qui a obtenu des engagements à la communauté internationale de donner des moyens compensatoires, ne les a jamais reçus. Et en décembre 2013, ils ont repris l'exploration pétrolière chez eux. Mais pire encore, les pays qui ont les prolongements d'un parc important, le parc de Virunga chez nous, qui est le parc Queen Elizabeth en Ouganda, font l'exploration, ils sont en phase de forage aujourd'hui et personne ne lève son petit doigt pour pouvoir les empêcher de le faire. Et donc nous estimons qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures qui est motivée par un intérêt majeur des grands pétroliers du monde qui veulent garder le pétrole congolais comme les réserves internationales qui, en étant exploité aujourd'hui, pourraient bousculer les prix sur les marchés. Et comme les grosses entreprises pétrolières du monde sont les entreprises européennes et américaines, ils ne veulent pas que l'on commence aujourd'hui l'exploitation de notre pétrole pour cette raison-là. Mais en même temps, c'est là où je vois l'hypocrisie occidentale, l'Europe est en train de développer aujourd'hui des technologies qui permettent à faire circuler des voitures et même des avions par des moyens alternatifs au pétrole, donc notamment l'électricité et l'hydrogène. Et donc, si nous suivons cet élan, nous risquons demain de nous retrouver avec une manne pétrolière qui ne sera plus une manne pétrolière parce qu'elle ne vaudra plus rien. Et donc nous avons intérêt aujourd'hui, pour développer notre pays, d'exploiter cette ressource stratégique qui est désirée à travers le monde pour permettre à ce que nous puissions constituer un fonds important qui va nous permettre de développer d'autres secteurs et avoir une économie à la hauteur de tous les pays voisins. Je sais que vous venez fraîchement de Goma, vous étiez allé animer une conférence de débat, une sorte d'atelier de concertation avec la société civile, les ONG et certaines instances décisionnelles locales. Quelle était la substance de cet atelier, de cette conférence et quel était le but poursuivi? Le but poursuivi, c'était effectivement ce que nous sommes en train de faire, vous et moi ici, conscientiser le peuple congolais sur l'enjeu du développement de notre pays. Nous avons une ressource importante, mais qui n'est pas exclusive. Mais nous avons aussi des ressources naturelles importantes, qui sont les aires protégées. Mais en même temps, nous avons un dilemme, c'est qu'il y a une superposition entre les aires protégées et les bassins pétroliers. Quand vous allez au Bas-Congo, vous allez trouver le parc mangrove, qui est dans un air qui est convoité pour le pétrole. Vous allez dans la cuvette centrale, vous trouverez qu'il y a le parc de la Salonga, de la Garamba et la nouvelle réserve de l'Omami qui est dans les aires désirées par le pétrole. Vous allez au Graben Albertine, donc vous avez les parcs de Virunga, et si vous descendez plus bas, les Graben de Lupemba, il y a les parcs de Lupemba, les Graben Moero, il y a les parcs Moero. Donc, il y a un chevauchement entre les deux. Et donc, nous devons faire un choix judicieux pour ne pas nuire à nos écosystèmes, à notre environnement, en même temps tirer profit de nos ressources. Et comme je viens de le dire, cela est possible et cela est fait sous d'autres cieux. Et récemment, un pays comme la Tanzanie venait de recevoir l'autorisation par l'UNESCO de délocaliser une partie de son parc pour pouvoir exploiter de l'uranium. Et pourtant, l'espace qui a été délocalisé aujourd'hui est dans les centres du parc. Et donc, nous ne comprenons pas... Au Kenya également, il y a eu des découvertes de pétrole, tout l'eau. Donc, aujourd'hui, on ne comprend pas l'attitude de la communauté internationale et des ONG, si ce n'est effectivement pour les raisons que je viens d'évoquer, garder nos importantes, je dis bien nos importantes réserves pétrolières comme une réserve pour la communauté internationale. Et comme vous connaissez l'histoire de notre pays, dès l'avant l'indépendance, il a été considéré comme étant un bien commun de l'humanité. Et dans la tête de beaucoup d'Occidentaux, ça reste pareil. Nous devons développer nos ressources quand eux, ils les désireront. Et non pas quand nous le voulons. Et en même temps, ils ne sont pas capables de nous donner les moyens compensatoires. Je vous ai donné le cas de l'Équateur, qui a repris son aire protégée et il commence à exploiter du pétrole. Parce que simplement, la communauté internationale qui a fait des promesses de manne ne les donne pas. Et quand vous regardez les économies occidentales aujourd'hui, elles sont en récession. Et donc, des pays qui ne sont plus capables de s'occuper de leurs propres besoins, comment pouvons-nous attendre d'eux une assistance? Encore que, est-ce qu'il est légitime de considérer qu'un pays doit vivre de l'assistance au moment où il a des richesses énormes, tant minières que forestières ou pétrolières? Je rappelle quand même à nos téléspectateurs que l'honorable Nzekouye, comme je l'ai dit à l'introduction, est élu de Rutshuru. Donc,
il est très bien placé pour donner la température de la population de ce coin, qui est environnant du parc de Virunga, par rapport à cette problématique de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre l'exploration pétrolière, nous ne sommes pas encore dans l'exploitation, et la protection de l'environnement. Honorable François Nzekouye, quel est le point de vue de la population? Qu'est-ce qui intéresse la population aujourd'hui? De prendre des photos de gorilles ou de créer, de trouver des emplois à travers des industries qui peuvent s'implanter dans ce coin-là? Les deux. La population environnante du parc Virunga pense que les deux activités sont utiles. Et compatibles. Oui, et compatibles. Pendant très longtemps, nous avons vécu des bénéfices du tourisme. Mais nous devons dire que c'est une époque vraiment révolue. Parce que depuis 20 ans, avec la présence des FDLR, le parc a été pratiquement décimé. Et avec la pression démographique... Et vous pouvez faire Ichacha jusqu'à Nyakakoma, une distance de plus de 60 km sans trouver 10 animaux ou 10 lièvres. Bon, on arrive à en voir maintenant que la paix est revenue. Ouais. Mais pendant la période de guerre, les animaux sont les premiers à sentir les dangers. Et à fuir. Et ils fuient où? Ils fuient dans les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Et aujourd'hui, il y a des familles même, des gorilles des montagnes, qui ont été poussées par les M23 des forces à aller au Rwanda. Parce que vous savez que le Rwanda tire une manne importante du fait que les touristes viennent, voilà, de notre instabilité. Donc les gens viennent voir nos gorilles de montagne chez eux. Au Rwanda. Et donc nous estimons, nous et la population locale, qu'il est possible, si on arrive à pacifier cette région, qu'on puisse faire coexister les parcs et le pétrole. Pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons environnementales. Vous savez aujourd'hui que dans les parcs, dans les lacs Édouard, quand vous y arrivez, à Vichumbi ou à Kiavinyonge ou à Nyakakoma, vous trouvez des films d'hydrocarbures sur les lacs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole que nous avons sous l'eau est en train de chercher des voies pour sortir. Et ça sointe. Et ça sointe. Donc ces sointements-là sont plus dangereux qu'une exploitation industrielle du pétrole. Parce que l'exploitation industrielle du pétrole fera qu'on puisse mettre un puits avec un tuyau qui va pomper le pétrole à la surface, qui va être envoyé dans des pipelines et exporté. Mais le fait que le pétrole s'exfiltre de façon désordonnée entame la vie des écosystèmes vivants dans ces cours d'eau. Et aujourd'hui, les études de baseline, c'est-à-dire les études avant-projets qui ont été réalisées, montrent effectivement qu'il y a une forte diminution des poissons dans le lac Édouard comparé à il y a 10 ans. Et pourtant, il n'y a aucune activité pétrolière qui est réalisée. Cela est dû, comme je viens de vous dire, aux exfiltrations du pétrole. Cela est dû aussi à la pêche illicite par filet, à maille réduit, ou par des moustiquaires, ou par des poisons. Et donc, cela entame la vie des poissons. Donc, aujourd'hui, nous avons intérêt à exploiter de façon ordonnée ces pétroles pour éviter qu'ils ne détruisent ces écosystèmes. Mais d'autre part, il y a la crainte légitime de nos populations de voir notre pétrole puisé par un pays voisin. C'est vrai que l'on dit que le pétrole se fait dans des poches et que la poche dans laquelle l'Ouganda doit puiser n'a pas assez de pétrole. Raison de plus de craindre. Parce que si ils ont investi autant d'argent pour l'exploration et qu'ils n'en trouvent pas chez eux suffisamment, ils pourraient avoir des raisons de nous agresser ou en tout cas de les pomper à notre insu. Par vase communicant. Voilà. Aujourd'hui, on nous reproche le fait que notre pétrole est pompé régulièrement par l'Angola. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à accepter le même reproche par rapport à notre pétrole du lac Édouard? Cela, en fait, les enjeux que nous avons aujourd'hui. La population n'est pas prête à accepter que nous puissions avoir cette ressource qui devient un danger. Autant que les gaz mettant dans les lacs Kivu, le pétrole devient un danger dans les lacs Édouard et probablement dans le lac Albert. Et en même temps, nous pouvons les valoriser pour permettre à ce qu'il y ait un changement dans la vie quotidienne des populations. Non seulement des Rutshuru ou des Kavinyonge ou des Kassini, mais la population congolaise. Je viens de vous dire que Perenco et les autres donnent à l'État congolais 400 millions de dollars. Ça veut dire que les dixièmes de nos recettes viennent de ces entreprises-là. Et donc, ces 400 millions ne sont pas consommés que par la population du Bas-Congo ni des Mwanda. C'est tous les Congolais qui en tirent profit. Et donc, la même chose, quand le pétrole pourra être produit dans le lac Édouard, ce sera au bénéfice de tous les Congolais. Mais bien évidemment, les populations environnantes vont tirer quelques profits plus ou moins acceptables en termes du travail, même si l'industrie pétrolière n'est pas une industrie en grande consommation de main-d'œuvre. Mais il y aura comme des écoles qui vont être construites, des centres de santé, des routes qui vont améliorer les conditions de vie. En même temps, il y a quand même des industries
à côté qui vont tirer profit, l'industrie de l'alimentation, de l'approvisionnement, parce qu'une industrie comme cela consomme beaucoup d'intrants, la restauration. Mais nous devons plaider à ce qu'on le fasse rapidement chez nous. Avant que ça ne s'épuise. Non seulement que ça s'épuise, parce que la société qui va explorer et exploiter en Ouganda, c'est la même société qui va explorer et exploiter chez nous. Si l'Ouganda leur donne plus de bonnes conditions pour travailler, la main-d'œuvre qui va être engagée va être la main-d'œuvre ougandaise. D'autant plus du reste que la société elle est britannique et donc ils ont plus d'affinités avec la langue anglaise qui est parlée en Ouganda que chez nous. Donc nous devons donner des conditions favorables. L'opinion nationale doit être impliquée pour que ces gens se sentent à l'aise d'investir chez nous en infrastructure pour que ces pétroles non seulement profitent à l'économie nationale de par les redevances qui vont être payées à l'État, mais que l'installation des activités se fasse chez nous au lieu d'être fait en Ouganda. Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Demander à la RDC de ne pas produire dans le bloc 5, le bloc 4 et le bloc 3 du parc Virunga. Dans l'entretemps, ce parc-là n'est pas tellement en RDC, c'est le même parc qui est en Ouganda. Et que dans le même parc en Ouganda, on est en train de faire l'exploration pétrolière, c'est complètement de poids de mesure. Regardez les pays qui attirent le plus de touristes au monde en ce qui concerne les animaux. C'est le Kenya. Vous avez vu une carte du Kenya avec les blocs? Tout le Kenya est subdivisé en blocs. La preuve, c'est qu'ils ont fait une découverte l'année dernière. Donc, vous voyez, qui est là aussi. Tout le monde est là, et tout le monde travaille. Je crois que par rapport à cela, contre vents et marées, nous produirons le bloc 5, nous produirons le bloc 3 et le bloc 4. Je m'excuse auprès des environnementalistes. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Toutes les exploitations, les ONG de l'environnement qui sont installées en particulier en Belgique, c'est des ONG qui sont sponsorisées par les compagnies minières. Et ces compagnies minières prennent les mines où ça? Dans les groupes, les groupes comme les forces négatives et autres qui opèrent dans les parcs, qui les vendent à Kigali, à Kampala, à Nairobi. Et ces minéraux sont finalement exportés auprès de compagnies minières qui sont connues. Et ces compagnies minières savent que si on exploite le pétrole, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une sécurité renforcée, il n'y aura pas de groupes armés. Et comme il n'y a pas de groupes armés, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura pas l'exploitation artisanale. Il n'y aura plus de rébellions, donc c'est fini pour eux, ils ne gagneront plus l'argent. Donc à cette guerre économique qui est menée contre la RDC, il faut une réponse économique. Et la seule réponse économique, c'est l'exploration de production pétrolière. Il est tout simple de signer un contrat avec ExxonMobil et de lui dire vous travaillez sur tel bloc. Et vous pensez que si Exxon commence à travailler sur ce bloc-là, il y aura une rébellion à côté? Et il n'y en aura jamais. Donc c'est clair. Si vous amenez Total sur un bloc, vous demandez à Total de travailler, vous pensez qu'il y aura une rébellion à cet endroit-là? Il n'y en aura pas. Vous avez un major qui travaille dessus, et la réponse, si vous amenez Sinop sur un bloc, vous commencez à travailler, vous pensez que les gens ils iront blaguer là-bas? Ils n'iront pas blaguer. Et que les Chinois ne vont pas laisser passer les gens. Ils vont commencer par assurer leur propre sécurité, avant d'assurer la sécurité de la RDC. Et je vous rappelle, M. Bodi, que les années 90, l'Association nationale des géologues congolais avait demandé au gouvernement zaïrois à l'époque de sécuriser le pays avec des projets d'énergie, en mettant les lignes électriques au sud, en exploitant tout le pétrole le long dans les grabennes de l'Est, et en exploitant le pétrole de la cuvette au nord et au sud et à l'ouest, et le pays serait sécurisé avec uniquement les projets énergétiques. Bon ben, c'est difficile de se faire entendre quelquefois. Ici chez nous, le débat a été très chaud, mais il y a un aspect que les gens n'ont pas pris en compte. Quelle est l'option du gouvernement par rapport à la question? En Ouganda, la question a été tranchée rapidement au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Nous voulons une meilleure évaluation et une meilleure connaissance de la ressource. Si elle est présente, est-ce qu'elle est dans des proportions commercialement exploitables? Nous devons avoir une meilleure connaissance de notre ressource. Quant à la suite, tout dépend maintenant de ce qu'on a comme information. On leur a dit, allez partout au monde, voyez
là où la question d'exploitation minière et des aires protégées se pose, voyez comment ils se comportent et qu'est-ce qu'ils font. Et les gens de Oua sont partis, Norvège, Brésil, Russie, en tout cas, ils ont fait au moins le tour d'une dizaine de pays. Il y a des endroits où ils ont trouvé l'exploitation et l'exploration propre. Et l'Ouganda a opté pour l'exploration et l'exploitation propre. Même si c'est dans le site du patrimoine mondial, dès lors que la compagnie trouve qu'elle peut faire l'exploration et l'exploitation de manière propre, ils avancent. Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Voilà. Je vais vous demander de réagir à deux points de vue qu'on venait de balancer. Il y a M. Pilipili Joseph qui est un expert en pétrole. Il est d'ailleurs secrétaire général des hydrocarbures. Lui, il estime que le fait qu'il n'y ait pas de manière implantée claire des grandes industries, des grands majors de pétrole dans cette partie, ça favorise l'instabilité. Et il pense que si les grands majors s'installaient dans cette partie du pays, c'est-à-dire des grands majors, c'est-à-dire Total, Exxon et les autres, ça peut créer une dissuasion face aux professionnels du chaos, qui sont des petites et moyennes rébellions, qui ne pourront pas faire face à ces grands majors qui brassent des tonnes de dollars. Le deuxième point de vue, c'est un consultant, il est congolais d'origine, mais il est consultant du ministère ougandais de l'énergie et hydrocarbures. Il estime que les choix entre l'exploration pétrolière et la protection de l'environnement fait partie de ce qu'on appelle des domaines de souveraineté d'un État. Et donc, si le gouvernement estime qu'il faut concilier les deux, il faut diminuer une partie des réserves ou des aires protégées pour ouvrir ça à l'exploration pétrolière, il faut soutenir le gouvernement. Il n'y a que le point de vue du gouvernement qui compte. Honorable François Nzekoué, par rapport à ces deux points de vue, pensez-vous que, tout en réagissant à ces deux points de vue, il y a trop des aires protégées chez nous et qu'il est temps que nous puissions les redimensionner, vous en tant que législateur? Oui, d'abord pour réagir à leur point de vue, je crois que les deux ont raison. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons attirer les grands investisseurs dans le domaine pétrolier pour être sécurisés. Parce que les gouvernements de ces pays-là vont se sentir impliqués et ne voudront pas accepter que des petits voyous arrivent à déranger les pays. Quand vous regardez le cas de Tenke Fungono Mining au sud de Katanga, vous pouvez vraiment vous imaginer que les Katanga peuvent s'approcher des terres. Je ne crois pas. Donc c'est une condition absolument de sécurisation de plus. Mais nous devons accepter ceux qui viennent. Parce que si Total ne vient pas, si Shell ne veut pas venir, il y a d'autres. Il y a des Russes qui peuvent vouloir venir, qui sont intéressés du reste à notre pétrole. Il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a beaucoup qui peuvent. Il y a ceux qui sont là déjà et qui ont investi. Il y a Soko qui est déjà là, qui a investi. Donc, et même Total, du reste, est dans un bloc. Donc, alors, le deuxième argument qui consiste à dire effectivement que l'État est souverain sur ses ressources est vrai. Et une évaluation environnementale stratégique a été diligentée par le gouvernement pour cette raison. Ça veut dire que l'étude environnementale stratégique ou l'évaluation environnementale stratégique a comme objectif de déterminer les ressources que peut produire une activité économique quelconque comparée à celle qui est existante et voir laquelle des deux doit être privilégiée s'il y a un conflit. Et donc aujourd'hui, si l'État congolais arrive à la conclusion que nous pouvons avoir plus de pétrole et que ce pétrole ne peut être exploité sans nuire à notre écosystème, au parc national de Virunga, il sera obligé de délocaliser une partie de ce parc et exploiter ses ressources. Mais on ne va pas nécessairement arriver à cette hypothèse. Il peut arriver l'hypothèse que nous souhaitons tous, c'est que l'on puisse avoir des mécanismes qui permettent et de conserver l'écosystème ou les parcs Virunga et de produire des richesses, ce qui entraînera des revenus cumulatifs. Ça veut dire des revenus qui vont provenir et du tourisme et des revenus qui proviendront du pétrole. Mais tous les deux ont absolument totalement raison et l'État pourra décider à la fin de l'évaluation environnementale stratégique qui va démarrer dans les jours qui viennent. La première partie qui consiste à faire le cadrage, ça veut dire définir les contextes dans lesquels il doit se réaliser, a été épuisée. Il va s'en suivre la deuxième. Et cette étude environnementale stratégique exige également comme sous-composante l'exploration. Vous n'allez pas connaître les richesses que vous avez sous votre sol pour les comparer à ce que le tourisme pourra apporter sans en connaître la valeur. Et donc, il est tout à fait clair
que nous devons arriver à un choix un jour. Et comme je viens de vous dire, le choix est clair. Quand on a construit le parc depuis 1925 à nos jours, il a été consacré patrimoine mondial de l'humanité en 1974, il a été consacré patrimoine en danger en 1984. Si nous faisons le bilan de ce que le parc nous a apporté, et aux populations locales et à la nation congolaise, je dois vous dire que c'est très marginal. WWF vient de faire une étude selon laquelle le parc apporterait 1,5 milliard de dollars, mais c'est d'une utopie. La population attend voir. Voilà, parce que nous ne l'avons jamais vu. Nous sommes des natifs de là. Mon père est né là, mon grand-père a vécu là-bas. Nous n'avons jamais vu cette manne. Nos populations ont vécu toujours dans la pauvreté. Il n'y a même pas une seule banque à Rutshuru. Comment vous pouvez narguer une population en leur disant que ça vous apporterait 1,5 milliard de dollars? Ça veut dire pratiquement le tiers de ce que nous mobilisons à Au niveau national. Et ça passe par où? Est-ce que ce sont eux qui les récupèrent et ils les ramènent à leur pays pour que nous on ne les voit pas? Non, je ne crois pas. Il faut qu'on soit modeste et dire les choses comme elles sont. Les parcs et le tourisme, il peut apporter des revenus, mais le pétrole en apporte à l'évidence beaucoup plus et il faut être conscient de cela. Mais comme je viens de dire encore une fois, il ne faut pas donner l'impression que nous, législateurs, nous privilégions un secteur contre un autre. Nous estimons que notre parc a des valeurs incommensurables, il faut les protéger, mais en même temps, nous n'allons pas contempler les animaux sans pour autant améliorer notre condition de vie. Et donc les deux doivent se marier pour le bien de la nation congolaise. Est-ce que dans la loi sur le régime général des hydrocarbures, il est prévu aussi la dimension gaz? Parce que vous ne l'avez peut-être pas évoqué, mais les lacs Kivu aujourd'hui, l'accumulation du gaz lac Kivu constitue également un danger pour l'environnement et pour la population. Oui, absolument. Surtout que nous sommes en retard pas seulement qu'un danger, ça constitue aussi une opportunité. Et je dois vous informer qu'au mois de février, nous sommes déjà au mois de février, dans quelques jours, on va ouvrir les plis pour un appel d'offres qui a été fait pour les entreprises qui veulent exploiter les gaz méthane. Et donc, je crois que ça va être attribué à l'un. Il doit y avoir 12 soumissionnaires qui ont été candidats à cela. Et donc, nous espérons que celui qui va gagner le marché va passer vite à l'exploitation. Parce que les études géologiques ont déjà été faites. Nous connaissons plus ou moins la quantité de gaz qui se trouve dans ces lacs. Et donc, c'est une opportunité qui permettrait au développement de la province du Nord Kivu, parce que il pourra permettre de produire une grande quantité d'énergie. Je ne connais pas un chiffre, je ne suis pas préparé par rapport à cela pour ne pas raconter des histoires, mais c'est possible de produire de l'électricité avec cela. C'est une opportunité pour mettre la population de Nord Kivu, particulièrement celle de Goma, de Bukavu, au Sud Kivu et du Rwanda, voisin à Gisenyi, dans une certaine sécurité, parce que nous vivons au quotidien avec la hantise de ce qui s'est passé dans le lac Nyos au Cameroun, où les gens ont été décimés. Tout à fait. Mais en même temps, il est clair que cela, comme je viens de le dire, va donner du travail dans la région, ça va booster l'économie qui a un besoin énorme d'électricité. La ville de Goma n'a que 3 mégawatts d'électricité, au moment où on a besoin, je crois, une trentaine. À Rutshuru, on est en train de construire un nouveau barrage électrique qui va en produire 12. Ça sera toujours insuffisant par rapport aux besoins de la province, qui a une vocation agroalimentaire. Si nous devons transformer les produits agricoles que nous avons pour les conditionner, les pommes de terre en frites ou en chips, la vache en des rôtis que nous pouvons exporter ou faire des saucisses, mais en plus les besoins en mine que nous avons avec les coltans, la castérite, que nous avons décidé de transformer localement, nous avons besoin d'énergie et donc cette énergie qui proviendrait des gaz serait une opportunité. Et l'énergie additionnelle qui proviendrait du pétrole, parce que je vous ai dit au départ qu'on ne fait plus de torchage avec la modernité, on peut récupérer les gaz pour faire de l'électricité, pour faire des bonbonnes pour les besoins d'usage domestique. Voilà. Alors, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien. Honorable François Nzekouye, rapporteur adjoint de la Commission environnement, est-ce que vous pouvez rassurer au public qui nous suit, principalement la population congolaise, que cette loi sur le régime général des hydrocarbures sera examinée et qu'il ne sera pas définitivement rangé dans les tiroirs? Absolument. Il en va de l'intérêt de la nation congolaise que nous l'examinions. Et la volonté de l'Assemblée nationale est qu'effectivement on l'examine rapidement. D'autant plus que nous l'examinons en première lecture. Et que cette loi devra aller en seconde lecture au Sénat. Et s'il y a divergence entre nous, il devra y avoir une commission mixte paritaire pour pouvoir harmoniser. Et donc le processus législatif par rapport à cette loi est encore long. Et donc il en va de l'intérêt de la nation que nous puissions les traiter diligemment.
et nous sommes convaincus qu'à la rentrée parlementaire du mois de mars, nous serons prêts pour pouvoir l'examiner. Je souhaite que la commission d'experts qui a été voulue par le président de l'Assemblée nationale et qui a son pesant d'or devrait être fait probablement avant le début de la session de mars, pour qu'une fois rentré, nous l'attaquions directement et que nous puissions doter notre pays d'une loi qui soit attrayante, mais qui aussi protège les intérêts de la République du Congo pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur du code minier où nous sommes en train de regretter d'avoir des grandes productions minières sans avoir des recettes conséquentes pour l'État. Tout à fait. Honorable Nzekouye, la loi sur l'amnistie était également l'autre matière importante traitée au cours de cette session extraordinaire. Quels en est les bénéfices politiques et sociaux? Les bénéfices politiques est de rassurer tout le monde que nous sommes des hommes qui savons pardonner. Mais les lois de la nature ont fixé des limites. Ils ne pardonnent pas les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, dans lesquels on place les crimes de violation, les crimes d'enrôlement des mineurs et autres. Et donc, aujourd'hui, la population congolaise doit être sereine et ne pas croire que tous les criminels de guerre vont être pardonnés. C'est faux. Tous ceux qui sont recherchés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou viol, seront traduits en justice et punis conformément aux lois de la République et aux lois internationales. En même temps, les petits bandits qui ont été enrôlés parfois de force et qui ont commis des actes qui ont porté atteinte au bien d'autrui doivent les retourner et être sanctionnés aux civils par rapport à cela. Et donc ce n'est pas une prime que nous donnons aux porteurs des armes, mais c'est un gage de bonne foi de la République de dire vous avez commis des fautes, comme le père de l'enfant prodigue, il lui dit venez mon fils, mais ne recommencez plus. Et d'ailleurs, cette loi a prévu un mécanisme selon lequel les demandeurs de l'amnistie doivent le faire par écrit et s'engager personnellement à ne plus jamais commettre les mêmes fautes. Mais il y a aussi ceux qui ont commis des crimes politiques, notamment les crimes d'opinion, les crimes contre la gestion de l'État, qui vont être aussi également amnistiés. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que cette amnistie couvre beaucoup de champs. Il y a les insurrectionnels de Bundu Dia Congo, il y a les Ignélés, il y a probablement les militaires de Jean-Pierre Bemba qui sont battus dans la ville de Kinshasa. On ne donne pas l'impression que la loi de l'amnistie est dirigée simplement en faveur des éléments du M23. C'est une volonté de concertation nationale qui s'adresse à tout Congolais qui va se trouver dans les cas de figure prévus par la loi, mais sachez que les grands criminels ne seront pas pardonnés. J'ai entendu certaines personnes le dire hier sur certaines chaînes, il n'est pas du tout question de cela. C'est une concession que nous faisons pour pardonner, mais pour dire la dernière fois que nous pardonnons, c'est celle-ci. Les personnes qui seront récidivistes perdront même les bénéfices de l'amnistie qui leur sera accordée. Et donc, c'est une question qui doit apaiser tout le monde et ne pas donner l'impression que nous favorisons le banditisme. Donc la loi sur l'amnistie n'est pas une blanchisserie générale? Absolument pas, et vous serez surpris que beaucoup de noms que vous entendez ou que vous connaissez comme criminels ne seront pas amnistiés. La population congolaise doit être rassurée. Voilà. On ne se cache pas, honorable Nzekouye, toute la population aujourd'hui, même la communauté internationale, attend le gouvernement de cohésion nationale. Mais il s'est fait il s'est passé beaucoup de temps entre l'annonce de ce gouvernement et la venue imminente, entre guillemets, de ce gouvernement. Pensez-vous que les prochains animateurs du gouvernement ont suffisamment intériorisé les recommandations de ces concertations nationales? D'abord, il faut que vous les connaissiez pour savoir s'ils ont intériorisé les recommandations de concertation. Moi, je ne les connais pas. Et donc, je ne peux pas vous répondre. Vous étiez un membre très actif. J'étais membre très actif de la thématique économique. Je réponds à votre question. À votre question. Vous dites, les animateurs du futur gouvernement ont-ils intériorisé les acquis des concertations nationales? Le chef de l'État est souverain pour pouvoir choisir ceux qui vont animer ces gouvernements. Et donc, je ne peux pas entrer dans son esprit pour vous dire s'ils ont intériorisé, parce que je ne les connais même pas encore. Mais il est clair que le chef de l'État a promis de prendre des personnes et puis la nation venant de tous les horizons, la société civile, de l'opposition comme de la majorité, et je suppose qu'il en prendra parmi les concertateurs, tout comme en dehors des concertateurs, parce qu'il ne faudrait pas limiter les champs de l'action du pays aux seules personnes qui ont participé aux concertations. Est-ce que les documents contenant ces recommandations ont été suffisamment vulgarisés?
Non, je ne crois pas. Parce qu'il faut avouer qu'il y a certains animateurs de l'actuel gouvernement qui sont très allergiques à ces concertations nationales. Moi, je ne les connais pas. Mais de toute façon, je non, pense les actuels. Je ne connais pas oui. ceux qui sont allergiques. Oui, par rapport à la vulgarisation des recommandations. Oui, j'estime qu'il appartient au comité de suivi des concertations nationales de les vulgariser. Et vous vous souviendrez que c'est seulement la semaine dernière, si pas cette semaine même, non, la semaine dernière, que le président de la République a reçu ces recommandations. Et je crois qu'il faut laisser que les chefs d'État les digèrent d'abord avant qu'on les publie à l'opinion nationale et internationale. Et donc, je crois qu'un bon lecteur de la scène politique, je suis persuadé que les formateurs du gouvernement des coalitions nationales vont être désignés au courant de ces mois et qu'à la rentrée parlementaire du mois prochain, nous pourrons investir le gouvernement de cohésion nationale et tout le monde pourra s'apaiser. Je dis bien, c'est une opinion. En tant qu'analyste de la scène politique congolaise, je vois des signes qui me font croire que les choses vont aller dans ce sens-là. Mais ne prenez pas mes mots pour une parole d'évangile. Je n'ai pas parlé avec le chef de l'État qui va désigner les formateurs. Je n'ai pas parlé avec les acteurs majeurs de la majorité présidentielle pour pouvoir connaître des dates. Il n'y en a aucune. Et seul le chef de l'État connaît quand est-ce qu'il va mettre en place son gouvernement. Mais je vous dis, je sens que ça va, les formateurs vont être désignés au courant de ce mois et qu'il va consulter pour pouvoir former son gouvernement avant la session, le 15 mars, la rentrée donc de la session ordinaire du mois de mars. Voilà, ce n'est que le tableau de la météo politique. Merci beaucoup, honorable François Nzekouye, élu de Rutshuru, avec qui nous avons discuté. Nous avons survolé les principales articulations de la session extraordinaire, avec un accent particulier sur la loi portant régime général sur les hydrocarbures, qui est toujours en navette au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez suivi, l'honorable Nzekouye a plaidé non coupable par rapport à la suspension de l'examen de cette loi, mais des pressions qui seront contenues, et à la prochaine session ordinaire de mars, la loi pourra être libérée. D'ici là, portez-vous bien. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée lundi à 17 h. Et nous disons merci encore une fois à l'honorable François Nzekouye pour la clarté de ses réponses. Je pense qu'il vous a séduit encore une fois. Merci et bonne suite de programme sur